non seulement dit ah, il va très bien en gros, on n'a plus rien du tout à manger. On n'a plus rien du tout. Je voudrais justement vous dire qu'on a le droit, même handicapé, à voter. Nous votons et nous étions humains et qu'il faut se mettre que nous existons et que Macron, lui, se mit dans les faits. Voilà. On est quelqu'un, des gens, et ils n'ont rien compris. Vous avez raison, il faut rien compris, ça vous avez bien raison. Bravo Laurence. Voilà, elle parle de l'handicap et des élections et combien les handicapés en fait, les gens... je pense voilà, qu'elle parlait du vote. À mobilisation réduite. C'est ce que je voulais dire aussi, c'est important là, ce qui va se passer aux élections. C'est important aussi de voir qu'on ne va pas tous d'accord pour qui voter, mais je pense que même si on vote au hasard pour les 11 autres, Macron il peut tomber. Si tous les abstentionnistes se mettent à voter, Macron il tombe. C'est pas ce que je veux. Moi je pense qu'il y en a un qu'il faut voter, c'est mon champouillon. Je vais pas le dire, sinon je veux pas faire de polémique. Je pense que quand on discute entre nous de politique, il faut arriver à parler, c'est pas évident. Mais Macron, il faut qu'il tombe. Je vais essayer de ne pas d'être assez court. J'ai quand même 5 ans, les 5 ans de Macron, hein, à vous signaler, ne pas oublier comment j'ai vu et comment il faudra les voir au bon moment, parce que nous allons devant les urnes. Alors voici. J'ai relevé ces petites notes sur Internet, sur un ami de Corse, hein, qui nous a donné un bon réquisitoire Macron. Alors voici, à peu près, ce qu'il ne faudra pas oublier. Les 5 ans de Macron, c'est quoi? C'est 17 400 lits fermés, dont 5 700 qui auraient eu besoin du Covid. La centrale nucléaire de Fessenheim, toujours pas fermée. Voilà. Dans les amis du climat, de la lutte pour le climat, un manifestant a été arrêté et passé au tribunal administratif de Paris pour manifestation soi-disant interdite. Voilà.
Ensuite, 40% de plus sont allés aux grosses fortunes. Et pour nous, c'est 10 millions d'aides alimentaires. 10 millions d'aides alimentaires dans les associations caritatives. C'est enfin le drame de nos amis qui se sont fait éborgner et démembrer. Il y a eu un mort, dont on n'a pas beaucoup parlé. Ce mort, c'était une pauvre dame à Marseille, hein, qui était sur son balcon, et puis sans doute la police avait mal tiré. Enfin, toujours il y a un échappatoire de séquence grenade qui est allé éclater sur le balcon de cette dame. On a dit que c'était un accident, bien sûr, bien sûr. Le nombre de borniers, 24, dont je me souviens l'avoir retenu parce que ça m'a bouleversé, une jeune fille de 16 ans, du côté de Besançon je crois, oui, qui accompagnait ses parents tout simplement. Elle a été prise avec ses parents et elle s'est retrouvée éborgnée avec un œil abîmé et perdu. 16 ans, pour toute sa vie. Il y a eu aussi, donc ils étaient 24, et il y a eu 5 mains arrachées. 5 mains arrachées. Et les commotions cérébrales? Enfin. 1000 et quelques cas de commotion cérébrale. Des économies ont été faites par contre. 1 milliard, presque 1,9 milliard d'économies sur les chômeurs par an. Les chômeurs et la pauvreté. « 1,5 milliard d'APL ont été volés chez les étudiants pour l'année, pour un an. Enfin, le quinquennat Macron, c'est aussi 40 conseils de défense. 40 conseils de défense, il lui a fallu, parce qu'il lui a semblé que les assemblées parlementaires, c'était pas suffisant, qu'il y avait des gens là-dedans, naturellement, qui ne valaient pas la peine de discuter avec eux. Alors voilà. Alors, 5 ans de monarchie présidentielle, ça suffit. Pour terminer, les responsables, je rappelle, parce qu'ils essayent de se faire une virginité, les responsables, Macron, Castaner, Philippe, ils peuvent se faire la gloire. À la ville du Havre, le chapeau, il a dit, ah oui, il a sciaté des gens, mais bon, on était pour lui quand même. Enfin voilà. Donc ces 3 figures de la macronerie, il faudra s'en souvenir. Bravo monsieur. Bonjour à tous. Et bonjour et très bien d'être là. Ça sert à rien les gars, hein, on le sait, hein, et ça nous fait du bien de nous rassembler. Voilà, ça nous fait du bien. Voilà. Alors, je vais vous raconter. Je suis d'accord d'aller manifester. Mais là, il va falloir passer à la vitesse supérieure. Il y a des dépôts de carburant qui sont bloqués partout en France. À Lorient par exemple, à Rennes, dans des grands dépôts comme à Rouen, je crois, ou au Havre. Donc, avec nos corps, on ne pourra pas le faire. Il faudra que les gens de métier, de la route, les routiers, les BTP, vous savez, tous ces gens-là avec des gros engins viennent comme ils ont fait à Lorient, d'accord?
Je vais vous raconter, j'étais mercredi après-midi, je suis allé, je croyais qu'il y avait autre chose que des paysans. Ah, la grande déception, nous avons été jetés. Nous étions trois à ne pas être paysans. Je suis venu voir les agriculteurs. Je leur ai dit, je suis en soutien avec vous parce que vous crevez de faim. Il y en a un qui m'a dit, non, on ne crève pas de faim, mais on a plus de dettes que de recettes. C'est pour ça qu'ils sont en train de couler. D'accord? Alors j'aurais dit, mais on est en soutien avec vous. Et puis, je me suis aperçu que leur grand délégué syndical, régional, était au téléphone. Et au bout d'une 20 minutes, il a dit, on lève le camp. On lève le camp, on va aller bloquer l'autoroute, on va aller bloquer la rocade avec nos gros engins. Et moi j'ai dit, j'ai eu le malheur de dire, mais les gars, si vous débloquez, le tiroir caisse du gouvernement, celui qui récupère aux pompes à essence, parce que c'est un sacré tiroir caisse pour le gouvernement, hein, la pompe à essence, hein, on est bien d'accord. C'est plus du double du prix que vous payez en taxes. Voilà. Eh bien si on bloque l'économie, si on bloque les dépôts d'essence, au bout de 3 jours, il n'y a plus d'essence dans les machins. Et ceux qui osent pas, qui ont peur de prendre une semaine de grève, ils seront obligés de rester à la maison, pourront plus aller bosser. D'accord? Et qu'est-ce que j'avais pas dit là? Il y a 3 Gugus costauds qui sont arrivés. Et ils nous ont dit, barrez-vous d'ici, vous n'êtes pas paysans. Voilà la solidarité. Malheureusement. Eh bien, on va faire mieux qu'eux. On va se mobiliser. Tous ceux qui ont des contacts avec des gens, des petits transporteurs, tous ceux qui ont des contacts avec des gens qui travaillent dans le BTP, qui ont des gros engins, il faut aller bloquer ce putain de dépôt pétrolier à Sesquières. On va être les derniers en France. Ça a été fait. Non, ça n'a pas été fait. C'était les paysans. Ça a été fait. Et ils sont où? Ils y sont là? Eh bien voilà, c'est ce que je te dis. Eh bien nous, on va aller les bloquer. Bah, avec nos corps, on ne fera pas grand-chose. Les CRS, ils vont nous gazer. S'il faut des engins, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas que je vous fais pas confiance. Il faut y aller. Parce que là, ce qu'on fait, c'est bien. C'est bien ce qu'on fait. Mais quelque part, ils s'en foutent, Macron. Ils s'en foutent, Macron. Voilà. Il faut les bloquer, l'économie. Voilà. Mais on ne pourra pas le faire qu'avec nos corps. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Salut à tous, merci d'être là. Moi je pense qu'au-delà d'aller bloquer Sesquières, il y a aussi des démarches individuelles qu'on peut mettre en place. Quand je me mets à l'entrée de la rocade et que je compte 100 voitures avec ma fille et que dans 90 bagnoles, il y a une personne par bagnole, il y a un moment donné aussi, il y a une démarche personnelle à envisager. Chaque personne qui a besoin d'aller travailler au-delà d'un certain nombre de kilomètres, ok, mais il y a une grande partie de gens qui sont pas capables de faire ne serait-ce que 500 mètres pour aller acheter un paquet de cigarettes. Il faut arrêter le délire. Arrêtez de mettre de l'essence inutilement. D'une part, vous bloquez, vous saturez nos lieux communs de vie, sur les grandes avenues et le périphérique, et ensuite vous cautionnez le système consumériste de merde dans lequel on est, parce que vous continuez à mettre de l'essence qui ne sert à rien, vous polluez. La majorité des gens qui bossent dans les milieux ruraux en ont besoin, mais ceux qui bossent en ville, qui veulent pas aller fréquenter le transport en commun avec les concitoyens parce qu'ils estiment peut-être qu'on est trop serré, qu'il faut trop attendre ou que c'est trop contraignant, sont aussi responsables que ceux qui augmentent l'essence. Il faut prendre notre destin en main et cesser de prendre la bagnole pour n'importe quoi. Moi je la prends que très peu, hein. Faites comme vous faisiez avant, estimez une consommation mensuelle de 100 €, mettez 100 € et quand vous n'avez plus rien, vous ne consommez plus, vous ne mettez plus rien. J'invite ceux qui ont du bon sens. C'est facile de gueuler, moi aussi je suis quelqu'un qui est révolté par un système depuis des années qui nous oppresse. J'ai aussi les mêmes contraintes que vous et les mêmes besoins financiers, hein, les mêmes désirs et les mêmes galères. Et c'est ensemble qu'on y arrivera, c'est pas en allant bloquer. Les paysans, ils ont tout le temps une démarche. Moi je suis fils de paysan depuis X générations.
Dans ma famille, certains se sont énormément enrichis. C'est plus le cas aujourd'hui parce que ceux qui reprennent et qui prennent des crédits pour acheter du matériel en leasing ou un crédit, eux galèrent. Les anciens qui veulent pas se bouger le cul, excusez-moi du terme, c'est vulgaire, le cul, eux sont blindés de thunes. C'est comme tous ceux qui ont profité du système, les baby boomers aujourd'hui, qui sont derrière, qui râlent parce qu'on leur prend un peu de CSG, RDS, qu'on n'a rien à branler de leurs petits gamins, qu'on a envoyé à l'abattoir en leur injectant un produit qui n'est pas du tout conforme à nos besoins physiologiques, qui détruit l'organisme. Aujourd'hui, les gens réfléchissent peut-être pas suffisamment ensemble et il faut qu'il y ait une évolution générale, il faut qu'on ait conscience qu'on doit aimer, on a besoin de son voisin, sa voisine, d'aller voir nos parents dans les EHPAD, nos frères et sœurs dans les milieux psychiatriques ou dans les hôpitaux. Moi, je suis allé à l'hôpital, je suis pratiquement battu avec le vigile pour rentrer parce que j'étais pas picousé comme une merde. On n'a pas voulu que j'aille voir le psychiatre pour aller voir ma fille. On m'a dit, monsieur, un parent seulement, hein, alors qu'une personne censée avoir un minimum de bon sens quand il s'agit de l'évolution d'un enfant et de son mal-être à cause de ce climat, ce milieu anxiogène dans lequel on vit, dans lequel on a enterré, je dis bien enterré au moins une jambe de nos gamins, parce que leur avenir il est vraiment incertain. Et je parle pas financier, le pognon on en a rien à cirer. Quelqu'un de courageux, il en gagnera toujours un jour ou l'autre. Mais moi je parle des gens qui ont la santé. Quand vous voyez des personnes comme madame qui a eu le courage de chanter tout à l'heure, peut-être que certains sont passés sur les trottoirs en se demandant qui parlait dans le micro, ne comprenait rien. Peut-être que ces gens-là auraient peut-être dû se rapprocher. J'en ai vu rire et puis aller voir cette merveilleuse personne qui est au moins aussi belle que n'importe laquelle d'entre nous ici est merveilleuse. Écoutons-nous, bordel. Allons, rejoignons-nous, créons une unité qui permettra pas au gouvernement de continuer à se servir de nous comme des cobayes. Ça fait 2 ans et demi ou 3 ans et demi que ça dure, le bordel. À l'époque, certaines personnes voulaient qu'on se bouge pour du gasoil à 1,35 €. Aujourd'hui, il est à 2 balles 40 et on voit certaines personnes qui ont été lobotomisées, qui ont intégré, qui devaient se soumettre à la fermée, continuer à aller sur les terrasses, siroter des pintes de bière à 8,50 €, aller acheter des slips qui viennent de Chine, qui ont été fabriqués par des petits Chinois qui sont payés 1 $ la semaine. Et comment on peut se regarder en face ce soir quand on est chez nous et puis aussi d'une manière, on pourra rien faire. J'entends encore des gens qui disent le vote sert à rien, c'est des conneries, c'est Macron qui repassera. Moi j'ai bossé 15 ans dans les statistiques en tant que chargé d'études, dans le 2e plus gros groupe français d'études et statistiques, j'y suis plus. J'ai vu les magouilles, la manière dont on induisait les gens pour orienter leurs réponses. Une personne un peu hésitante ou mal à l'aise par rapport à une situation politique et la bien-pensance n'osait pas vous dire pour qui il votait. Et ben nous on lui demandait de cocher pour la personne qui était en tête des sondages. Donc s'il était à 15%, en une semaine il passait à 45%. C'est de la foutaise. Et la manipulation elle est là depuis des années parce que la majorité des gens n'ont pas conscience de ce qui se passe ou finalement se limitent à leur petit confort ponctuel et personnel. C'est-à-dire, là on n'a plus la muselière, hein. Les gens sont joyeux, sont heureux, hein. Ils peuvent aller dans les discothèques, ils peuvent aller s'éclater, s'embrasser, mais ils en ont rien à cirer de savoir que demain de toute façon, aujourd'hui on a lâché un peu de laisse pour nous faire comprendre que quand on veut finalement nous remettre la muselière, on la remet parce que le gouvernement actuel, comme tous les gouvernements mondiaux, hein, de toute façon, bientôt vont être soumis à des règles qui vont être imposées par les grandes familles, hein, qui détiennent les pouvoirs et qui ont aussi mis en place l'OMS qui décide depuis le début du mois de mars d'une nouvelle réglementation mondiale pour que les gouvernements se soumettent à un dogme financier des big pharma et on devra tous se faire picouser comme des rats de laboratoire, hein, parce que défendre la cause animale, parce que c'est pas normal de mettre des rats, des chimpanzés ou des animaux, hein, en face de test. Mais l'être humain, lui, devient le cobaye. Et j'entends dire qu'il y a des abrutis, moi j'appelle ça des abrutis, qui acceptent maintenant d'être enfermé une semaine pour tester des produits contre 1 500 €. Et bientôt ça va être ça. Là on parlait des nouvelles réformes du RSA, hein, 3 de ces merveilleux candidats qui vont vous dire que vous allez bosser 20 heures par semaine pour toucher un RSA à 565 balles. Et ben 20 heures par semaine, excusez-moi, en net, si on bosse pour l'entreprise, c'est 700 balles. Là on va être de la manœuvre gratis pour les grosses industries de merde qui se barrent à l'étranger, dont les dividendes sont toutes reversés sur des comptes à l'étranger. Alors je pense que les gens qui sont pas avec nous dans la manif, qui peut-être entendent ma voix, qui les dérange, qui sont un peu plus loin, approchez-vous, renseignez-vous auprès de gens qui depuis des années, hein, se concentrent sur le bien-être et la bienveillance, pas la bienveillance soi-disant médicale pour protéger les siens, la bienveillance et l'humanité, l'humanisme. On n'est pas des cobayes, bordel, réagissez. On va les péter. Alors, je suis d'accord avec cette personne, mais en fin de compte, quand vous voyez Macron, nous, on est des lutteurs, et quand il dit, quand c'était Macron, c'était Sarkozy, quand il a dit, moi, je peux vous lire, moi je suis un ancien SDF, j'habite à Paris,
Et j'étais avec un mec qui s'appelait Augustin Legrand. Moi, je sortais dans les tentes et j'allais travailler en boîte d'intérim. Et quand j'allais dans les boîtes d'intérim, parce que, évidemment, il fallait que j'allais propre, j'allais pas aller comme un clochard. Voilà. Et quand je vois la France, comme elle est pourrite, et qu'ils disent, ouais, pas de problème, il n'y a plus un SDF sur le soir, on va donner les logements, comme le Macron, comme le Sarkozy. Moi, j'ai occupé la dépense à Paris. Et je peux vous dire, alors la moitié qui sont dans la rue, ils sont pas des choux. Et ils disent, ah bah ouais, oh, je prends de la drogue, on se prend de la coque, on va au top, et voilà. Eh oui, ça va pas péter, ça pètera jamais. Arrête de dire, ça va péter. Regarde, quand tu les vois là, ils vont tous dans les airs. Parker, Magno et tout ça. Ça pètera pas, papy. Ça va péter. Mais non, je te dis, ça pètera pas, papa. Papa, je te dirais, ça pète pas. Parce que non, regarde, quand tu les vois, ils vont tous... là, ils sont tous à Capitole, là. Ils font du shopping. Eh, ils ont pas de famille. Il y a des gars de famille. Eh, eux, tu les vois sur les terrasses de bar. Et le soir, ils sortent la gueule, mon pote. Eh, ça va péter, je te dis. Bonjour à tous. Moi je vais juste parler d'un petit détail. Alors, ces derniers jours, dans les médias, ils commencent à parler de deuxième dose de rappel pour les plus de 80 ans. Alors, si vous comprenez la douille, on dit deuxième dose de rappel pour pas dire quatrième dose, en fait. Et quand je dis ça à mes collègues de travail, ils me disent non mais c'est bon, ça concerne que les plus de 80 ans. Oui mais moi je regarde mes collègues et je leur dis la troisième dose à la base, elle concernait que les plus de 65 ans, puis après c'était les plus de 50, après c'était les plus de 30, et après c'était tout le monde, puis après on a voulu même vacciner les mineurs. Alors croyez pas que là cette deuxième dose de rappel, elle restera que pour les plus de 80 ans. Après elle passera aux plus de 65, aux plus de 50, aux plus de 30, puis après vous prendrez la troisième dose de rappel. Puis après ils l'appelleront pas comme ça, ils trouveront un autre nom pour vous endormir encore un peu. Je me demande qu'est-ce qu'il vous faudra pour que vous ouvriez les yeux quand même. Une dose, deux doses, trois doses, quatre doses, je sais pas. Ensuite, vous avez quand même Macron cette semaine, la semaine dernière pardon, avec la von der Leyen et l'autre Charles Michel, qui a quand même annoncé tranquillement à la télévision que d'ici 12 à 18 mois, il y aurait des famines qui viendraient frapper plusieurs pays africains et que nous les prix allaient encore exploser. Et quand je vois mes collègues au travail et que je leur dis t'as fait un peu de réserve de pâtes ou de riz parce que ça va puer dans pas longtemps. Non mais non. Alors je peux leur dire oui, en tant que bon occidental, t'inquiète, t'auras toujours du riz et des pâtes dans ton magasin. Mais à quel prix en fait? Est-ce que t'auras les moyens d'acheter ton paquet de pâtes? Il a déjà pris 40 centimes là en même pas 4 mois. Comment vous allez faire? Alors les gens ils continuent à consommer, comme il a dit le collègue, à payer une pinte à 8,50. Ils voient pas où est le mal. Et ouvrez les yeux, ouvrez les yeux. Quand il vous restera que vos doigts à bouffer, vous allez faire comment? Voilà, moi ça sera tout pour moi aujourd'hui. Bon. On va pas tarder à y aller, hein. Il y en a qui ont envie d'aller marcher. Donc une dernière prise de parole rapide, elle n'a pas encore parlé aujourd'hui, voilà. Oui, bonjour. Alors, je vais essayer de faire court parce qu'effectivement, en général, je fais long. Mais déjà, je voulais faire aujourd'hui un hommage aux médecins, aux vrais médecins qui sont minoritaires, ceux qui réellement veulent soigner, ceux qui accompagnent, ceux qui sont dans une vision holistique, c'est-à-dire globale. Et par contre, je dis... honte à tous les médecins avec lesquels je travaille parce que je suis hospitalière et je vois des choses horribles au quotidien. Alors cela fait des années, mais alors c'est accéléré depuis ces 2-3 dernières années. Ces médecins collabos qui n'ont aucune intelligence, qui sont conditionnés et qui ne voient pas. Par exemple, la semaine dernière, j'ai une neuropédiatre qui m'a dit qu'elle ne voyait pas la souffrance des enfants, qu'elle n'avait pas vu de différence. Ça me sidère qu'on ne voit pas ça. Ces médecins qui nous criminalisent, mais qui disent que c'est un acte civique de se faire vacciner, alors qu'aujourd'hui à l'hôpital on n'en a rien à faire du patient, C'est juste des actes et des actes. Voilà, bon, je dirais plein de choses, mais je pense que les gens veulent bouger. Et juste rapidement sur les gilets jaunes, parce que j'entends les chants gilets jaunes. J'ai dans mon entourage des gens qui me disent « Et qu'est-ce que vous
faites les gilets jaunes parce que l'essence elle est à 2 € maintenant. Eh bien bougez-vous messieurs, dames, bougez-vous de vos canapés en fait, parce que nous on a été gazés, matraqués, le garde à vue, etc. Alors à un moment donné, si le peuple entier, tout le peuple, le microcosme hospitalier comme le macrocosme du peuple entier, si on s'était bougé tous ensemble, si on se bougeait tous ensemble, en une semaine, ce serait réglé. Oh, allez, c'est parti la famille. Allez, c'est parti. Sur les prix, diminution, taxe carburant, diminution, taxe carburant, justice sociale, justice fiscale, justice sociale, justice fiscale, justice sociale, justice fiscale, salaire indexé sur les prix, salaire indexé sur les prix, diminution, taxe carburant, diminution, taxe carburant, justice sociale, justice fiscale, justice sociale, justice fiscale. Il y a la manifestation contre le racisme qui arrive dans Palot. Voilà, et ça y est, les deux groupes se rejoignent. Ça y est. Solidarité avec Sabaté. 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 Solidarité. Sur tous les gaz, suprématie blanc. Sur tous les gaz, suprématie blanc. Sur tous les gaz.
pas toi qui avais la sorte de flûte là, avec un truc élastique là qui faisait des sons bizarres. C'est pas toi? Je kiffais cette flûte là, vraiment trop bizarre, avec une sorte d'élastique là. Ces sons que ça donnait là. Non, c'était une où c'est que le gars en fait il arrêtait pas de tirer sur une sorte d'élastique et ça lui donnait des sons vraiment avec un vibrato monstrueux quoi. C'est une brésilienne ça. Brésilien? Ah ouais, instrument brésilien? C'était un super instrument. Ouais, je suis équipé léger là.
courage en force, nos forces en lutte. Je prends la parole en effet pour rendre compte du combat mené par la famille de Dine Ben Yahya, mort au commissariat d'Albi le 29 avril 2020. La famille présente aujourd'hui à travers le papa et la maman de Dine ne souhaite pas prendre la parole, mais la maman de Dine, Keïra, a écrit un texte et je me contente de lui prêter ma voix. Le 29 avril 2020, parce qu'il avait la malchance d'avoir une maladie respiratoire et de s'être retrouvé au commissariat en salle de dégrisement, Dine est décédé, couché sur le dos et étouffé par son vomi. Plus tôt dans la journée, aux alentours de 18h30, Dine perd conscience rue de la Rivière à Albi. Il est pris en charge par une patrouille de police alors qu'il est au sol et inconscient. Dine aurait pu être sauvé si les pompiers étaient intervenus. Malheureusement, c'est la police qui l'amène à l'hôpital. L'urgentiste le consulte en 3 minutes. Il arrive à l'hôpital à 18h48, ses constantes sont prises à 18h59, les observations médicales débutent à 19h01 et les conclusions sont établies à 19h02. Au total, ce sont ces 3 minutes entre la prise en charge de Dine et les conclusions du médecin qui décideront de son sort. Alors qu'il était en hypothermie à 35,3 degrés et inconscient, Dine a été déclaré non hospitalisable. Dine souffrait d'une maladie respiratoire et était suivi à l'hôpital d'Albi. Pourtant, son dossier médical n'a pas été vérifié. Dine portait toujours sa sacoche sur lui avec ses médicaments, sa ventoline et son Spiolto Respimat. Pourtant, ils ne l'ont même pas contrôlé. Vu son état, ils auraient dû le garder en observation et le sauver. Mais à partir de ce moment-là, Dine est placé en cellule de dégrisement. Il sera laissé sur le dos, inconscient, pendant 5 heures, sans surveillance, privé de sa ventoline. Dine décédera à minuit et 13 minutes. À ce moment-là, il était en hypothermie à 33,4 degrés. Le commissaire de police nous appelle à 1h17 du matin, 1 heure après la mort de Dine. Nous sommes reçus avec mépris au commissariat. On nous dit qu'on ne va pas nous lire 2 fois le certificat de décès parce que la personne en face de nous était très bien dans son lit. On nous demande de ne pas avertir la presse parce que ça va faire du grabuge. Aujourd'hui, on veut savoir la vérité sur cette négligence. On sait que Dine ne reviendra pas, mais on veut faire en sorte qu'il n'y en ait pas d'autre après lui. Ce combat, ça fait maintenant presque 2 ans que la famille de Dine le mène. Ce combat, il n'est pas terminé, il se heurte à toute la mauvaise foi, toute la mauvaise volonté d'une administration raciste et méprisante. Le dossier, il y a quelques mois, a été classé sans suite, mais la famille reste déterminée. Elle veut savoir ce qui s'est passé à l'hôpital, ce qui s'est passé au commissariat, pour que ça aboutisse à la mort de Dine. Le 30 avril 2022, dans presque un mois, on organise une marche blanche à Albi pour les 2 ans de la mort de Dine. Ça se passera à 14 h, le départ sera depuis la place du Vigan à Albi, c'est donc le 30 avril. On a besoin d'être nombreuses et nombreux pour signifier à la justice, à la police, à toute une administration qui voudrait faire taire la famille de Dine, qu'on ne lâchera pas. Ce combat est légitime, il a besoin du soutien d'un maximum de personnes pour pouvoir continuer à exister. Bravo! Je prends la parole pour le comité Vérité et Justice 31. On est là aujourd'hui en soutien et solidarité avec les victimes de violences policières et leurs familles, et en particulier les familles de Dine, Jawad et Goud, assassinés par la police à Albi, à Seyss et à Béziers. Entre 1977 et 2020, 746 personnes sont mortes à la suite de l'action des forces de l'ordre, ce qui représente 17 personnes par an en moyenne. Parmi ces 746 personnes, plus de la moitié avaient moins de 26 ans, 82 étaient mineurs. Les victimes sont surtout des hommes noirs et arabes. Depuis 2020, la situation s'empire et elle ne veut pas s'arranger dans un contexte de fascisation de l'État et de racisme décomplexé dans les discours politiques et médiatiques. Plus que jamais, nous avons besoin de nous mobiliser et de nous organiser entre communautés noires, arabes, musulmanes, roms et issues de l'immigration postcoloniale. Nous sommes réunis aujourd'hui pour dénoncer ce qu'on appelle les violences d'État, les violences policières, judiciaires et pénitentiaires. Du contrôle aux faciès à l'assassinat, la police mutile et assassine, protégée par un système qui repose sur son impunité et une justice complice. L'État français, sa justice, sa police, comme ses frontières, font partie d'un système raciste et classiste ancré dans une même idéologie coloniale.
Nous nous mobilisons contre le racisme institutionnalisé dans la continuité des luttes antiracistes et populaires. Cette lutte est d'autant plus nécessaire aujourd'hui contre l'augmentation de la répression d'État, avec toujours plus de moyens face à la mise en place d'un arsenal juridique reposant sur des lois racistes et islamophobes, loi contre le port du voile, loi séparatisme, loi sécurité globale, etc. Les organisations antiracistes et anticoloniales, ainsi que les tentatives de lutte et d'organisation d'autodéfense subissent des dissolutions massives et des pratiques d'intimidation législative, policière et politique. À Toulouse, la mairie et la préfecture contribuent activement à ces pratiques en donnant toujours plus de moyens à la police et en participant à la censure du collectif Palestine Vaincra, entre autres. Ces violences systémiques s'inscrivent dans la continuité des violences colonialistes perpétuées en premier lieu sur les habitantes et habitants des territoires ultramarins et des quartiers populaires. Retrouvons-nous pour faire entendre les voix de toutes les victimes et de toutes les familles et proches touchés, pour afficher notre solidarité avec celles et ceux qui vivent l'injustice au quotidien. Pour Dean, pour Jawad, pour Good, pour Zineb, Théo, Nordine, Jimoni, Cédric, pour Claude Jean-Pierre, Miguel, Shaoyao, Adama, Gay, Wissam, Lamine et toutes les autres victimes. Avec le réseau d'entraide Vérité et Justice, nous exigeons la suspension immédiate des agents mis en cause pour violences, homicides et actes racistes et la radiation définitive. Stop au racisme et aux violences policières, pénitentiaires et judiciaires. Stop à l'impunité. Vérité et justice pour toutes et tous. Pas de justice, pas de paix. 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 Donc je répète, rendez-vous le 30 avril à 14h à Albi pour prêter main forte en soutien et solidarité avec la famille de Dean. Pas de justice, pas de paix. Merci. Le 9 mars, le gouvernement a décidé la dissolution administrative définitive du collectif Palestine Vaincra et d'une autre organisation pro-palestinienne. Les raisons invoquées sont purement politiques. Aujourd'hui, ce collectif antiraciste toulousain, combatif pour l'égalité des droits et contre la colonisation de la Palestine, est réduit au silence officiellement par le pouvoir français. Depuis 3 ans, le collectif Palestine Vaincra a développé un travail antiraciste, anticolonialiste, en soutien au peuple palestinien. Cette dissolution est une nouvelle étape du renforcement autoritaire et liberticide du gouvernement français. Hier, plusieurs associations musulmanes ou antiracistes étaient dissoutes. Aujourd'hui, c'est le mouvement de solidarité avec la Palestine qui est attaqué, mais aussi le syndicat Sud Éducation 9-3 et le groupe antifasciste Lyon et Environ, la GAL, qui sont visés par des procédures de dissolution ou de menaces. Ces attaques concernent tout le monde. Les antiracistes, anticolonialistes, antifascistes, syndicalistes, militants associatifs, progressistes. À Toulouse, un comité contre la dissolution du collectif Palestine Vaincra se met sur pied, regroupant de nombreuses organisations syndicales, politiques, associatives, afin de préparer une semaine de mobilisation mi-avril contre la dissolution du collectif Palestine Vaincra et contre la criminalisation de la solidarité avec la Palestine à la veille du recours au Conseil d'État du collectif. Rejoignez la mobilisation. Une attaque contre un seul d'entre nous est une attaque contre tous. Palestine vivra, Palestine vaincra. Palestine vivra, Palestine vaincra. Palestine vivra, Palestine vaincra. Palestine vivra, Palestine vaincra. Libérez Georges Abdallah. Libérez Georges Abdallah. Georges Ibrahim Abdallah qui doit être libéré. Le racisme systémique. La France est un État raciste et colonial fondé sur la perpétuation des violences d'État. Ces dernières années, nous sommes témoins de la multiplication de lois islamophobes et anticommunautaires au prétexte d'une lutte contre un séparatisme qui était déjà un argument pour casser les résistances algériennes. Ce pays criminalise les tentatives de solidarité par la dissolution de toute forme d'organisation antiraciste. Ce pays où le communautarisme est considéré comme un danger, où les femmes voilées se voient exclues de la majorité des espaces d'existence, où les crimes policiers sont légitimés et récompensés. C'est dans ce pays que toutes ces politiques ouvrent le boulevard au discours d'extrême droite et favorisent la haine raciale.
Et bien ce pays, c'est aussi le nôtre. Depuis 60 ans, on a vu se succéder des luttes d'émancipation et de libération. Des mouvements se sont créés dans les quartiers, dans les usines, dans les foyers, dans la rue. Les mouvements des travailleurs arabes, la marche pour l'égalité et contre le racisme, le mouvement de l'immigration et des banlieues, la victoire des Chibani contre la SNCF, celle des femmes de ménage des hôtels Ibis et aujourd'hui la lutte des hijabeuses. Ces mouvements ont permis de gagner des combats et des droits, de se battre pour la dignité, de construire des communautés et des solidarités. Et cela malgré les tentatives perpétuelles de l'État de nous diviser. Aujourd'hui, il est encore nécessaire de se réunir pour s'organiser contre les violences d'État et le racisme systémique. Il nous faut dénoncer l'institution judiciaire, policière et pénitentiaire et les frontières. Nous voulons nous inscrire aujourd'hui dans la continuité de ces luttes en nous organisant de façon autonome pour et par nous-mêmes. Nous sommes fiers de nos races et de nos racines. Je ne parle pas en mon nom, mais je parle pour un groupe et un collectif à qui je prête ma voix. Support Autonomie. Ce sont ces jeunes que vous voyez là, qui ont l'air timides. Mais je vais reposer la question une dernière fois. Est-ce que vous voulez parler? Est-ce que c'est votre voix? Oui, c'est notre voix. C'est leur voix. Viens. Faut pas avoir honte de lire ce que tu as écrit. Lis-le, c'est ton combat. C'est bon? Comme ça, sur le menton. Sur le manteau, c'est bon? C'est bon comme ça? Venez soutenir les jeunes sous menace d'expulsion par la mairie. Pendant que la mairie poursuit sa procédure d'expulsion d'une certaine de mineurs isolés étrangers et que le conseil départemental refuse d'assumer sa responsabilité, de les prendre en charge. Ripostons ensemble pour soutenir ces jeunes. Après une énorme mobilisation devant la mairie en février, nous vous proposons une soirée de rencontres plus détendue, de la musique, de la bouffe, de prise de parole. Venez nombreuses, XCE, profitez de l'accueil, soirée de la chapelle. Entrée à prise libre et nourriture faite par les jeunes et boire pour elles qui auront soif. Tout bénéficiaire est destiné aux jeunes et leur lutte. Les autorités françaises veillent isoler, diviser et invisibles ces mineurs. Ensemble, rejetons cette politique indécente et violente. Nous réclamons une prise en charge complète par le conseil départemental pour toute personne déclarée mineure. Nous, non aux expulsions, ni à ni au Toulouse, ni derrière. Collectif Autonomie, la solidarité entre notre arme. Un jeune est un jeune, quelle que soit son nationalité. Je vous remercie. Alors, comme il vient de l'expliquer, il y a des jeunes qui sont sous menace d'expulsion à la mairie. Alors, ceux qui sont venus en chaleur et en cœur ici, vous voyez que ces jeunes se sont défendus eux-mêmes. Alors vous, à qui ils ont commandé leur aide, n'est-ce pas la mairie qui va faire trembler ce soir? Les autorités françaises veulent isoler, diviser, invisibiliser
Venez soutenir le collectif Autonomie. Support Autonomie. La solidarité est notre arme. Un jeune est un jeune, quelle que soit sa nationalité. Et ce sont leurs slogans. Alors, venez nombreux, suivez-les. Alors n'oubliez pas, ces jeunes qui se battent dans l'ombre, s'ils sont venus aujourd'hui, c'est parce que vous avez eu la force de vous rassembler. On va aussi remercier le collectif, ce collectif qui s'appelle Comité Vérité et Justice 31. Ce collectif qui s'est levé, qui a loué ce camion, bien que leurs micros n'ont pas fonctionné, mais vous voyez qu'il y a aussi des personnes qui sont venues, ces personnes de l'Agorap, qui malgré les apparences, malgré les genres, malgré les couleurs, sont venues prêter la voix. Alors j'espère que si on reprend cette marche, ce sera avec plus d'entrain et de chaleur. Je veux de la joie, mais à cette joie, excusez-moi, à cette joie, je veux de la furie. Je veux de la force. Je veux que vous soyez audacieux et jeunes. Et surtout, je veux que vous persévérez. Ah oui, c'est bon. C'est pas moi qui parle. Je vais prendre la parole pour notre ami Libreflot qui est à l'isolement depuis 15 mois. Il a été arrêté le 8 décembre 2020 à Toulouse pour une association de malfaiteurs antiterroristes avec 6 autres personnes. Il est le dernier aujourd'hui à être maintenu en prison, en détention prévisoire, parce qu'il est considéré comme un meneur de l'ultra-gauche par la DGSI. Il a entamé une grève de la faim le dimanche 27 février, ça fait maintenant 3 semaines. Et il a adressé cette lettre pour vous expliquer pourquoi il fait la grève. Cela fait plus de 14 mois que je réfute cette infamante et diffamatoire accusation d'association de malfaiteurs terroristes. Cela fait plus de 14 mois que la DGSI m'a expliqué que je n'étais pas arrêtée pour ce qu'elle voulait me faire croire, à savoir mon engagement auprès des forces kurdes contre Daesh au Rojava. Cela fait plus de 14 mois que rien ne valide la thèse élaborée de toutes pièces par la DGSI, alors même que pendant au moins 10 mois, j'ai été suivie, tracée, sous écoute 24 heures sur 24 dans mon véhicule, mon lieu de vie, espionnée jusque dans mon lit. Cela fait plus de 14 mois que je comprends que ce ne sont pas mes opinions politiques et ma participation aux forces kurdes, que ce sont mes opinions politiques et ma participation aux forces kurdes des YPG dans la lutte contre Daesh qu'on essaye de criminaliser. Cela fait plus de 14 mois qu'on reproche une association de malfaiteurs à 7 personnes qui ne se connaissent pas toutes les unes les autres. Cela fait plus de 14 mois à répondre aux questions d'un juge d'instruction utilisant les mêmes techniques tortueuses que la DGSI. La manipulation, la décontextualisation, l'omission et l'invention de propos et de faits afin de tenter d'influencer les réponses. Cela fait plus de 14 mois que je subis les provocations de ce même juge d'instruction qui, alors que je croupis dans les geôles de la République, se permet de me dire que cette affaire lui fait perdre son temps dans la lutte contre le terrorisme. Pire encore, il se permet la plus inacceptable des insultes en se référant aux barbares de l'État islamique comme étant mes amis de chez Daesh. Bien que verbal, cela reste un acte inouï de violence. C'est inadmissible que ce juge s'octroie le droit de m'injurier au plus haut point, tente de me salir et crache ainsi sur la mémoire de mes amis et camarades kurdes, arabes, assyriennes, turkmènes, arméniennes, turcs et internationales tombés dans la lutte contre cette organisation. J'en reste encore aujourd'hui scandalisée. Cela fait plus de 14 mois
d'une instruction partiale où, contrairement à son rôle, le juge d'instruction instruit uniquement à charge et jamais à décharge. Il ne prend pas en considération ce qui sort du scénario préétabli et ne sert qu'à valider une personnalité factice façonnée de A à Z par la DGSI qui, loin de me représenter, ne reflète que les fantasmes paranoïaques de cette police politique. Ainsi, je suis sans cesse présentée comme leader charismatique, alors même que tout mode de fonctionnement non horizontal est contraire à mes valeurs égalitaires. Cela fait plus de 14 mois que sans jugement, on m'impose la détention dite provisoire que je subis dans les plus terribles conditions possibles, le régime d'isolement. Vous pouvez lire les lettres qui ont été publiées en mars et en juin 2021 qui en parlent. Considéré comme de la torture blanche et un traitement inhumain ou dégradant par plusieurs instances des droits humains. Cela fait plus de 14 mois que je suis enterré vivant, dans une solitude infernale et permanente, sans avoir personne à qui parler, à juste pouvoir contempler le délabrement de mes capacités intellectuelles et la dégradation de mon état physique, et ce, sans avoir accès à un suivi psychologique. Après avoir, sous des airs faussement neutres, fourni à l'administration pénitentiaire des arguments fallacieux pour s'assurer de mon maintien à l'isolement, le juge d'instruction demande le rejet de ma demande de mise en liberté, tout comme le parquet national antiterroriste. Pour ce faire, ils reprennent presque en copier-coller le rapport de la DGSI du 7 février 2020. Base de toute cette affaire, dont nous ne savons pas d'où viennent les informations et dont la véracité n'a pas été démontrée. On est en droit de se demander à quoi ont servi les écoutes, les surveillances, les sonorisations et ces 2 ans d'enquête judiciaire et d'instruction, puisque sont occultés les faits qui démontrent la construction mensongère de la DGSI. Le parquet national antiterroriste et le juge d'instruction n'ont de cesse d'essayer d'instiller la confusion et de créer l'amalgame avec des terroristes islamistes, alors qu'ils savent pertinemment que j'ai combattu contre l'État islamique, notamment lors de la libération de Raqqa, où avaient été planifiés les attentats du 13 novembre. Le juge d'instruction prétend craindre que j'informerai des personnes imaginaires de ma situation alors que celle-ci est publique, notamment parce que la DGSI ou le parquet national antiterror eux-mêmes ont fait fuiter l'information dès le premier jour. Il prétend ainsi empêcher toute pression sur les témoins, les victimes et leurs familles, alors même qu'il n'y a ni témoins ni victimes, puisqu'il n'y a aucun acte. C'est ubuesque. Est aussi évoquée sa crainte d'une concertation entre co-inculpés et complices, même si toutes et tous les co-inculpés ont été mis en liberté, qu'il n'a plus interrogé personne d'autre que moi depuis octobre 2021 et que j'ai attendu patiemment qu'il ait fini de m'interroger pour déposer cette demande de mise en liberté. Il aurait pu être comique dans d'autres circonstances de constater l'utilisation à charge de faits anodins comme jouir de mon droit à circuler librement en France et en Europe, de mon mode de vie, de mes opinions politiques, de mes pratiques sportives, de mes goûts pour le rap engagé ou les musiques kurdes. Le juge d'instruction s'en prend à ma mère en la décision comme n'étant pas une garantie valable pour la simple raison qu'elle n'a pas empêché son fils, âgé de 33 ans à l'époque, de rejoindre les forces kurdes des YPG dans la lutte contre Daesh. Encore une fois, c'est ma participation dans ce conflit qu'on criminalise. Il lui reproche également l'utilisation d'applications cryptées comme WhatsApp, Signal ou Telegram, comme le font des millions de personnes en France. Enfin, il dénigre tout d'un bloc, toutes les autres options de garantie, travail et hébergement, sans rien avoir à leur reprocher, alors même que les personnels du SPIP, dont c'est le métier, ont rendu un avis favorable. Comment alors comprendre qu'après avoir ordonné ces enquêtes de faisabilité, signifiant la possibilité de me remettre en liberté avec bracelet électronique, le juge des libertés et de la détention, malgré le rendu, refuse ensuite de la mettre en place? Nous sommes nombreux et nombreuses à constater que dans toute cette affaire, la justice viole ses propres lois et est soumise à l'agenda politique de la DGSI. J'ai récemment appris de la bouche même du directeur des détentions de la maison d'arrêt des Yvelines, à Bois d'Arcy, que je remercie pour sa franchise, que mon placement et mon maintien à l'isolement étaient décidés depuis le premier jour par des personnes très haut placées, et que quoi que je dise, ou que lui-même dise ou fasse, rien n'y ferait, que cela le dépasse, le dossier ne sera même pas lu, et je resterai au quartier d'isolement, et que de toute façon, rien ne pourrait changer avec les élections présidentielles. Puisque l'on cherche à criminaliser les militants et militantes ayant lutté avec les Kurdes contre Daesh, puisque l'on utilise la détention soi-disant provisoire dans le but de punir des opinions politiques, puisque cette histoire n'existe qu'à des fins de manipulation politique, puisqu'aujourd'hui on ne me laisse comme perspective que la lente destruction de mon être,
Je me déclare en grève de la faim depuis le dimanche 27 février 2022 à 18h. Je ne réclame à l'heure actuelle que ma mise en liberté en attendant de démontrer le côté calomnieux de cette honteuse accusation. L'état de Libreflot se dégrade, il a perdu 10 kilos et ce choix qu'il a fait de dégrader son corps, c'est au regard des 15 mois qu'il vient déjà de passer à l'isolement et qui l'ont attaqué psychiquement et mentalement. C'est le constat aussi que ces co-détenus à côté, dans les autres cellules à l'isolement, sont aussi dans des états similaires. Ce choix, il lui appartient, mais si aujourd'hui il se dégrade, son corps se dégrade, il faut bien qu'on ait conscience que c'est à cause de la prison. C'est la prison qui en est responsable. Et nous les tenons pour responsables s'il y a des conséquences graves qui arrivent prochainement. Dans ses discours, dans ses lettres, il dénonce les séquelles de l'enfermement. Pour nous faire réagir et nous mobiliser contre la tôle, il faut que ça touche tout le monde, parce qu'on est tous touchés par la tôle et que ça reste un tabou aujourd'hui. Il faut qu'on se mobilise contre ça. Est-ce que nous sommes étonnés ou pas de voir à quel point la situation de Libreflot, elle résonne avec l'actualité, à l'heure où il y a des débats sur le statut de détenus particulièrement surveillés, ou quand il y a des départs volontaires de combattants pour l'Ukraine, et que personne, aucun média, ne parle de la grève de la faim de notre ami. Est-ce qu'on trouve ça étonnant? Pas vraiment. Merci de votre soutien, et merci de nous soutenir et de soutenir Libreflot. On a déjà réalisé 2 rassemblements à Toulouse. Le dernier n'a pas pu se tenir à cause de la présence des forces de police. Et bien mercredi prochain, on se redonne rendez-vous à 18h à Saint-Cyprien. Si c'est possible, qu'on soit un maximum pour continuer de faire entendre la voix de Libreflot, ça serait super. Et en parlant de la voix de Libreflot, il a un petit message à nous faire passer pour clôturer. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais simplement et sincèrement saluer et remercier l'ensemble des collectifs qui organisent cette marche contre les violences d'État de nous offrir, à moi et à mes proches, cet espace de parole pour faire connaître ma situation. Mais aussi leur témoigner mon profond respect pour leurs engagements, leurs combats. Ce sont des luttes dont je ne peux qu'imaginer la pénibilité, des luttes longues et éprouvantes. Je n'y ai que trop peu participé, mais j'ai écouté et lu nombre d'interventions des participantes et participants, généralement des membres des familles des victimes. J'ai toujours été impressionné par la force et la détermination qui s'est dégagée d'elles et d'eux, par la finesse de leur analyse et par leur exemplarité. Ce 19 mars 2022, malgré la blanche torture que l'on me fait subir depuis plus de 15 mois, je n'oublie pas que je suis toujours en vie, que je jouis d'un suivi médical et de tout un tas d'autres privilèges que n'avaient pas les personnes dont l'on honore la mémoire aujourd'hui. Je tiens donc à rendre hommage aux victimes de l'État français, à offrir mon humble et sincère soutien à leurs proches, pour la vérité et la justice. Solidarité, salutations et respect, Libreflot. On repart. On bouge. Juste, pour rappel, c'est une marche contre le racisme d'État et les violences policières. Cette manifestation, elle est organisée, c'est-à-dire que devant, il y a les familles qui sont concernées et les personnes concernées par le racisme. Merci juste de respecter ça, le temps de la marche, et on repart. Il y aura une dernière prise de parole du coup à Arnaud Bernard, parce qu'il y a encore des personnes qui n'ont pas pris la parole. Voilà. Pas de justice! Pas de justice! Pas de justice!